La sous-location, est-ce vraiment quelque chose à faire pendant cette période de refus bancaire? Si tu te poses la question, bah écoute, je te donne la réponse tout de suite. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage, et je me présente Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur, formateur et marchand de biens dans l'activité qui est l'immobilier. Et le but de cette chaîne, il est simple, c'est de te donner un coup de pied aux fesses de manière à ce que tu puisses te lancer réellement dans tes projets. D'accord? Donc il y a un surplus d'infos sur Internet, là on va faire en sorte d'aller droit au but, d'être le plus direct possible de manière à ce que tu puisses te lancer et que tu n'aies plus aucun prétexte pour ne pas le faire en tout cas. Donc la règle est très simple sur cette chaîne. Les personnes qui regardent ces vidéos, les personnes qui s'abonnent sont des ambitieux qui envisagent de se lancer. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à passer ton chemin avec grand plaisir. Il y a pléthore de vidéos qui peuvent te permettre de répondre à ta curiosité. Et si ce n'est pas le cas, bah écoute, abonne-toi. Coche la cloche de notification et bienvenue à cette grande famille d'ambitieux qui ne cesse de grandir. Et encore merci à vous. Nous allons donc aborder le thème de la sous-location. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un thème qui revient souvent lors de mes échanges téléphoniques avec vous. D'ailleurs, les liens sont juste en bas. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. C'est une quinzaine de minutes et ça totalement gratuitement. Vous cliquez sur le lien, vous programmez le rendez-vous et je vous rappelle, aussi simple que ça. Donc lors de mes échanges téléphoniques, lors des expériences que je peux avoir avec des clients ou des futurs clients, le thème de la sous-location revient très souvent. On me pose des questions à savoir est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou non. Il y a des personnes qui hésitent à s'y mettre ou pas et qui me demandent conseil. Donc je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de pouvoir répondre à travers une vidéo de manière à ce que ça puisse en bénéficier à un maximum de personnes. Comme j'aime bien mettre tout le monde au même niveau, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va définir très rapidement qu'est-ce que la sous-location et ensuite on va rentrer dans le détail avec plusieurs points, 4 plus exactement, sur lesquels on va aborder la sous-location sur plusieurs manières, plusieurs angles. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse te donner mon point de vue en tant qu'investisseur et également en tant que courtier. Donc la sous-location, c'est quoi? Comme son nom l'indique, tu vas donc faire sous-louer l'appartement. Donc toi, tu es propriétaire ou bien toi, tu es locataire et tu demandes à ton propriétaire de sous-louer cet appartement-là pour une activité d'investissement locatif ou même pour une activité, même pas pour une activité, mais pour de la location classique. D'accord? C'est aussi possible de le faire de cette manière-là. Toutefois, nous, on va rester focalisé sur la partie investissement. C'est le but de la chaîne. Donc, c'est quelque chose de totalement légal qui s'est aussi énormément démocratisé grâce à des youtubeurs qui en ont parlé. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est un moyen effectivement de faire de l'argent. Et ça, je ne peux pas dire l'inverse. J'ai toutefois mes préférences et je vais également t'expliquer pourquoi. Et après, ce sera à toi au final de choisir en fait ce qui t'intéresse ou ce qui ne t'intéresse pas. Donc, en définitive, la sous-location, c'est ça en fait. Je suis locataire, je sous-loue donc à une autre personne. Aussi simple que ça, qu'elle soit physique ou morale. Ou bien je suis propriétaire et je décide de faire donc sous-louer à une autre personne. Donc, tant qu'à faire, on va directement aborder le point du banquier et la manière dont il va regarder ce type d'investissement. Alors, le regard sur le propriétaire. Est-ce qu'il va considérer ses revenus comme étant des revenus classiques, oui ou non? C'est une question qui me revient très souvent. Donc oui, il va considérer ça comme des revenus classiques. Paul est propriétaire d'un appartement qui décide de faire louer à une entreprise qui va faire que du Airbnb, par exemple. Donc, le banquier va le considérer comme de la sous-location. D'accord? Parce que ce n'est pas l'entreprise qui va louer pour y vivre, mais elle va directement louer par la suite à des tierces personnes. Et donc, c'est de la sous-location, à partir du moment qu'il y a, on va dire, 2 rangs qui arrivent directement. Donc, ces revenus qui viennent non pas du Airbnb, mais de la société qui s'appelle, je ne sais pas moi, Airbnb Flex, par exemple, et qui va donc avoir un bail avec Paul, va lui verser des revenus tous les mois et ces revenus-là seront considérés comme de la location classique. Okay? Donc les personnes qui sont propriétaires et qui veulent faire de la sous-location, pas d'inquiétude par rapport à ça. Le calcul des revenus, en fonction des banques bien sûr, mais le calcul des revenus ne change pas grand-chose que tu fasses de la sous-location ou non.
Et j'ai même envie de te dire que tu n'es même pas dans l'obligation de préciser à ton banquier qu'il fait de la sous-location. Il va effectivement te demander ton bail. Dans ton bail, tout dépend comment tu vas le rédiger, mais tu peux rédiger de manière à ce qu'il y ait marqué que le locataire, donc du coup Airbnb Flex, est en capacité de pouvoir lui aussi, s'il le souhaite, louer à un tiers, et basta. On ne rentre pas forcément plus dans le détail. Je te dis ça parce que la sous-location est encore méconnue et que donc du coup, le banquier, ne sachant pas, peut trouver ça compliqué, et etc., etc. Donc on évite, comme je te dis à chaque fois, de compliquer les choses pour le banquier. Il me semble important que tu ailles voir ton banquier et lui demander est-ce que c'est quelque chose qui peut lui poser problème, le fait que ton bien soit sous-loué. Ensuite, on reste avec Paul et là, cette fois-ci, Paul ne loue pas à une société, mais il le loue à une tierce personne qui, elle, va le louer encore derrière. Là, pareil, on est sur une activité qui est considérée comme un revenu classique, d'accord, même si il est toujours préférable d'avoir un bail commercial, ce que tu aurais eu dans le premier cas, mais ça, on va rentrer dans le détail après par la suite. Toutefois, voilà, Paul décide de louer à Émilie et Émilie, elle fait de la sous-location. Bon, bah, très bien, elle fait de la sous-location. Du moment que Émilie me paye tous les mois après, elle, si elle décide de le louer plus cher qu'elle ne loue elle-même l'appartement, c'est son droit, dans le fond, du moment que notre bail à elle et moi, de part et d'autre, nos devoirs sont respectés. Le banquier va le considérer comme de la location classique. D'accord ? Donc, une fois de plus, comme je t'ai dit en premier lieu, il n'est pas nécessaire d'expliquer et de rentrer dans le détail auprès de ton banquier. On reste toujours sous la partie bancaire et là, on va se poser quelques minutes sur l'autre acteur, qui est donc celui qui loue l'appartement pour le sous-louer. Et quel est le regard que le banquier va poser là-dessus. En ce qui concerne les sociétés, c'est-à-dire que on reprend l'exemple que je t'ai dit tout à l'heure, Airbnb Flex, c'est ça ce que j'ai dit, lui, son activité, c'est de faire de la sous-location. Donc là, en fait, on va prendre les revenus de son activité à travers les bilans qu'il va avoir. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une longévité par rapport à cette activité-là. Tu ne peux pas, et ça va être l'inconvénient, tu ne pourras pas prendre les 3 premiers mois de revenus que tu auras eu pour dire et aller voir ton banquier et lui dire regarde, ça fonctionne, voilà, est-ce que je peux développer encore plus cette activité pour des raisons que j'ignore, par exemple à faire un crédit pour des meubles au nom de la société, etc. ou même des travaux au nom de la société, etc. etc. Là, il te faudra plus de longévité, plus d'antériorité pour que le banquier puisse prendre cette activité comme étant une activité sérieuse. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le banquier, il n'a rien sur quoi se rattacher en cas de problème. D'accord ? Tu demandes de faire 100 000 € de travaux pour des raisons qui sont propres à ton entreprise et à l'activité de ton entreprise. Ces 100 000 € de travaux, à quoi je les rattache ? Parce que là, aujourd'hui, tu as un bail en 369 avec ton propriétaire qui est Paul. Mais si demain il y a un pépin, où est-ce que je peux partir récupérer mon argent ? Donc là, on n'a pas un regard pour le banquier, il n'a pas un regard d'investisseur immobilier, d'un regard de crédit immobilier, je dirais plutôt. Il va avoir un regard sur du crédit professionnel. D'accord ? Donc du coup, les durées vont être plus courtes, les taux vont être plus élevés, il va avoir plus de contraintes. Et aussi, il va te demander plus de longévité pour pouvoir faire ce type de crédit-là. Ensuite, là, on va se poser la seconde question, c'est quel est le regard que le banquier va poser lorsque tu vas faire cette activité en nom propre. Alors je précise, moi ce que j'appelle en nom propre, c'est par exemple en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord ? Donc ça reste une activité, certes, mais comme elle est en nom propre, il y a une fusion en fait entre la personne morale et la personne physique. Donc là, le regard du banquier va être différent. Il va falloir attendre au moins 1 à 2 années. Le BES, c'est 2 années, 24 mois en réalité, de manière à ce que le banquier n'ait pas son mot à dire en fait et qui ne cherche pas de prétexte pour dire non. Tu peux le faire au bout de 12 mois, ça c'est, je dis pas l'inverse. C'est juste que tu peux avoir des banquiers qui peuvent être plus réticents parce que c'est une activité qui est particulière. Donc là, les revenus qui vont être générés ne vont pas être des revenus locatifs, ça va être des revenus d'activité d'auto-entrepreneur. D'accord ? Donc ça c'est le bon point, c'est qu'ils vont être pris à 100%. C'est même le hack, même l'astuce que j'ai envie de te dire quand tu le fais en tant qu'auto-entrepreneur. C'est des revenus locatifs, oui, mais ils sont pris à 100% parce que tu le fais en tant qu'auto-entrepreneur. Alors que lorsque tu loues de manière classique, d'accord, oublie l'histoire de la sous-location, lorsque tu décides de louer de manière classique, les revenus locatifs ne sont pas pris à 100%.
ça va de 60 au minimum à 90 pour certaines banques au maximum. Et ça va dépendre du type de location que tu vas faire. Est-ce que tu fais de la location de courte durée, de la colocation, de la location classique ou de la location meublée? Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte également. Donc le bon côté pour la partie auto-entrepreneur, donc du coup en nom propre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les revenus sont pris dans son intégralité. Le mauvais côté, c'est la longévité. Donc on ne va pas te demander un bilan, mais 2 bilans pour vraiment être tranquille. D'accord? Je sais que les auto-entrepreneurs ne font pas de bilan. Quand j'utilise le mot bilan, c'est pour dire qu'on va attendre non pas 1 année, mais 2 années, tout simplement. Ensuite, parlons du contexte. Alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est un contexte qui peut être favorable pour faire de la sous-location? Naturellement, j'aurais envie de te dire oui, c'est un contexte qui va être favorable, voire même très favorable, vu qu'aujourd'hui, il est très compliqué de pouvoir se faire financer un bien immobilier de par les conditions actuelles, l'augmentation des taux également. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que lorsque tu décides de faire de la sous-location, tu n'as pas besoin de crédit. Tu vas à la rencontre d'un propriétaire, tu crées un bail avec lui et à partir de ce moment-là, ce bail régit des règles, des droits et des devoirs. Et tant que le tout est bien scellé et qu'il n'y a pas de problème, en fait, tout roule. Tu n'auras donc pas besoin du coup d'un crédit. Ce qui peut donc être une bonne solution lorsque l'obtention des crédits semble un peu fermée ces derniers temps. Une question qui peut se poser aussi également, y a-t-il des investisseurs qui devraient dans un premier temps plus se diriger sur de la sous-location afin de pouvoir générer du cash plus que d'autres? Ça, c'est aussi une question qui peut se poser. Selon moi, j'aimerais te dire oui. Les jeunes, très jeunes investisseurs qui vont manquer de crédibilité auprès du banquier, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient 24 ans, 22 ans, qui décidaient de se lancer dans l'investissement locatif. Et c'est vrai que le banquier les regarde d'un œil un peu perplexe de par leur âge. Et malheureusement, c'est comme ça, c'est une réalité. Une personne qui a 50 ans aura plus de chances à conditions et situations similaires pour l'obtention de son crédit qu'une personne qui en a 24 ou 22 malgré qu'il soit plus jeune et donc du coup, etc. Plein d'autres choses qu'on peut dire, ça ne changera rien en fait parce que le banquier va considérer qu'il est plus mûr et plus apte à faire ce type de projet-là. Parce qu'il est important, il ne faut pas l'oublier, le regard du banquier n'est pas uniquement que sur les chiffres, mais également sur la personne qu'il a en face de lui. Et est-ce que c'est une personne qui va pouvoir répondre aux exigences et aux attentes du banquier? Pour une personne qui est très jeune, le banquier va être plus susceptible à lui prêter de l'argent pour un prêt étudiant, ce qui va lui sembler totalement normal et classique dans son cheminement bancaire. Donc les premiers intéressés, j'ai envie de te dire les très jeunes, et les deuxièmes intéressés, c'est les personnes qui ne peuvent pas faire de crédit pour des raisons religieuses. Il y a des religions qui, soit en fonction de l'interprétation des dires, vont interdire ou bien fortement déconseiller le crédit, donc faire de l'argent avec de l'argent, si je comprends bien. Et pour ces personnes-là, ça peut être aussi une bonne solution sur l'idée parce que voilà, on est dans de l'activité locative et on va pouvoir du coup, on va dire, se soustraire au crédit pour pouvoir investir dans l'immobilier. Alors pourquoi ce n'est pas quelque chose que je te conseillerais forcément? Je vais donner également mon point de vue par rapport à ça. Hormis les deux cas dont je t'ai parlé, moi j'aurais plus tendance à me diriger sur de la location plus classique. Tout simplement parce que depuis tout à l'heure, si tu l'entends, j'utilise des mots d'investissement locatif, d'investissement immobilier, alors que pour moi, on n'est pas vraiment sur de l'investissement. Le gros inconvénient que je vois, moi, du coup, à la sous-location, c'est que tu n'es pas propriétaire d'un bien par la suite. Donc, tu peux avoir peut-être dans ton parc de sous-location, dans ton parc immobilier, une quinzaine de lots. Toutefois, ces lots ne t'appartiennent pas. Donc, lorsque les baux seront finis, et qui ne sont pas renouvelés, tu ne pourras plus posséder ces biens-là, tu ne peux pas les transmettre non plus. Et dans mon ADN d'investisseur, le côté transmission est un côté qui est important pour ma part. Maintenant, si toi, tu as déjà de l'investissement immobilier qui t'a été transmis ou que tu as déjà de quoi faire, que tu es bloqué par rapport à ton investissement, par rapport à ton endettement, que tu souhaites avoir du cash sans avoir à emprunter, oui, c'est un bon moyen de pouvoir le faire. Si toutefois tu souhaites répondre à toutes ces doléances dont je viens de te parler, mais également être propriétaire de ton bien, selon moi, ce n'est pas la situation et la solution qui va
être la mieux adaptée pour ce type de projet-là et ce type de profil-là. Je pense qu'on est à plus de 4 idées faciles. Bon, je continue à débiter, tu prends ce que tu as envie de prendre, le reste, comme je dis, tu peux le mettre de côté. Les choses à laquelle il faut penser lorsque tu décides de faire de la sous-location. Il y a un tas de choses à laquelle il faut penser. Déjà, la structure du contrat que tu vas avoir avec ton propriétaire. Ou bien à l'inverse, la structure du contrat que tu vas avoir avec ton locataire. C'est hyper important de régir le contrat de manière à ce que tu puisses te protéger ou chacun des deux puisse se protéger. Toutefois, je le redis encore une fois, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont un endettement qui est déjà full. Même si j'aurais envie de te dire que la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas le temps et le moment de faire de l'arbitrage, de décider donc de mettre des biens en vente ou bien de faire en sorte que ces biens soient rachetés par des SCI que tu possèdes ou que tu pourrais créer, etc., etc., de manière à te dégager un petit peu d'endettement, en tout cas de manière artificielle. Et voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes, de manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets un pouce vers le haut, des commentaires juste en bas. Et entre-temps mon ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.